cher Roderick, on se retrouve aujourd'hui devant une machine qui va partiellement clore ma collection d'Amiga, parce que voilà, c'est le premier Amiga qui est sorti, l'Amiga 1000. Mais vous pouvez déjà voir par son apparence que c'est une version un petit peu particulière quand même du premier Amiga, parce que c'est une release, c'est la toute première release de l'Amiga. Mais avant d'avancer plus avant sur cet Amiga 1000, on va parler un tout petit peu d'histoire et de ceux qui ont contribué à la création de cet Amiga. On notera notamment Jay Miller. Jay Miller qui a rejoint Atari dans les années 70 pour créer des circuits intégrés, des circuits graphiques custom pour les Atari de la série 2600. Donc notamment il a créé les puces qui sont le CTIA, le Color Television Interface Adapter, la puce antique alphanumérique télévision interface qui gère toute la 2D dans l'Atari 2600, et aussi la puce Poké qui gère les potentiomètres, les keyboards et tout ce qui gère les I/O et le son. En 1979, donc après la sortie des Atari 8 bits, Jay Miller voulait travailler sur les processeurs de série Motorola 68000, mais ça n'intéressait pas Atari à cette époque. Donc c'est là que Jay Miller a décidé de quitter Atari en 1979. Dans la même année, Larry Kaplan qui quitte Atari également et forme une entreprise qui s'appelle Activision. Et il embauche Jay Miller en 1982 pour faire du hardware et pour créer une nouvelle plateforme de jeu sous le nom de code Loren. Mais finalement, Kaplan quitte Activision en 82 et Jay Miller est promu chef des ingénieurs de développement. Activision devient Amiga Corporation à cette époque. En 83, ils ont terminé le premier prototype de la machine, du Loren donc. Elle est montrée au CES, mais elle n'est pas terminée. Donc comme ce ne sont que des cartes prototypes, il n'y a aucune puce de fabriquée. La seule chose qui fonctionne sur la machine, c'est la démo Boeing Ball, qui est très connue hein, dans ce CES à cette époque. Et l'operating system n'est pas du tout fonctionnel pour la machine. C'est en janvier 84, hein, le CES, pardon. En juin 84, dans le CES suivant, la machine, beaucoup plus complétée, mais toujours avec un OS pas terminé, n'a pas un franc succès. Et donc Amiga Corporation commence à avoir des soucis de trésorerie. En mars 84, Atari montre son intérêt pour le Loren, et les négociations pour le racheter Amiga Corporation n'aboutissent pas, elles traînent en longueur, et à ce moment-là, Atari prête 500 000 $ à Amiga Corporation pour continuer le développement de la machine. Ce qui se passe avec ce prêt d'Atari, c'est que si Amiga Corporation ne rembourse pas les 500 000 $ à Atari dans le mois, toutes les licences des technologies de Amiga Corporation seraient transférées à Atari. En 83, Atari perdait beaucoup d'argent suite à la sortie des ordinateurs 8 bits. Et Warner, qui était possesseur d'Atari, voulut s'en séparer en 1984. C'est alors que Jack Tramiel quitte Commodore avec de nombreux autres employés de Commodore et fonde Atari Corporation sans avoir à racheter la société à Warner. Alors à ce moment-là, comme Commodore a perdu tous ses employés qui étaient très intéressés et qui travaillaient sur le 68000, Commodore se retrouve en difficulté et ne sait pas comment envisager l'avenir pour faire une nouvelle plateforme. C'est là que Commodore approche Amiga Corporation. La première chose que Commodore fait, c'est qu'il rembourse la dette de 500 000 $ que Amiga Corporation avait avec Atari, ce qui lève
tout risque qu'Atari devienne propriétaire d'Amiga Corporation. Fin 1984, toutes les cartes prototypes du projet Lorraine sont transformées en chip intégré et la machine commence à être fabriquée pour être vendue. L'OS n'est toujours pas prêt, mais la machine est prévue pour être lancée en 1985 et la machine elle s'appelle simplement The Amiga from Commodore. C'est un de ces exemplaires que vous voyez devant vous. Il fut nommé plus tard Amiga 1000. D'ailleurs, cette notion Amiga 1000 est marquée sur l'étiquette qui se trouve juste sous la machine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va démarrer puis on va voir comment fonctionne cette Amiga 1000. Donc, avant de démarrer cette machine, on va en parler un tout petit peu succinctement. Donc, cette Amiga 1000, sortie en 1985, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OS n'était pas terminé. Donc, ils ont décidé de ne pas mettre l'OS en ROM. Ce qui fait qu'on doit charger le Kickstart avec une disquette. Il n'est pas dans une ROM. Par contre, pour charger le Kickstart, qui fait 256 kilooctets à l'époque, Commodore a rajouté de la mémoire dans la machine, 256 kg de mémoire, qui sont accédés en écriture, juste pour charger le contenu de la disquette Kickstart. Et ensuite, cette mémoire est verrouillée, elle devient en lecture seule, et il va poster sur cette ROM qu'il a dans cette mémoire qui est maintenant verrouillée. Donc, la machine a en ROM vraiment qu'un bout de start-up qui fait 64 kg. C'est tout ce qu'elle a en ROM. Donc, on va la démarrer. La première chose que la machine va faire, c'est s'initialiser et elle fait un petit son. Je ne sais pas si vous arriverez à l'entendre. Il est très faible, hein, le son. Voilà, donc la première chose que va me faire la machine, c'est m'inviter à insérer une disquette Kickstart. J'ai une disquette Kickstart qui est un peu postérieure à cette machine, puisque c'est une disquette avec la release du Kickstart 1.3, donc 1987. Et on l'insère dans la machine, et il va charger son Kickstart dans ses 256 kilooctets de mémoire qu'il a de dédié à cet effet. Hop. Une fois le Kickstart chargé, il fait un reset en pointant sur la ROM qui vient de charger et on voit qu'on est en ROM 1.3 et il fait comme un Amiga 500, c'est-à-dire que maintenant il va nous prompter pour insérer une autre disquette. Donc comme j'ai eu le disquette du Workbench aussi refaite par Amiga Forever en version 1.3, et bien insérons-la. Le lecteur de cette Amiga 1000 est bruyant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tant qu'il démarre, vous remarquerez la souris, elle ressemble énormément à une souris d'Amiga 500, mais c'est une souris qui a un fil particulier avec un connecteur qui est coudé vers le bas, comme vous voyez ici. Et cette souris n'a jamais été ouverte, hein. Il y a toujours le sticker de garantie d'origine avec un numéro probablement aux États-Unis. Non seulement il est bruyant mais assez long ce lecteur. Voilà, on est sous le Workbench 1.3 tel qu'on peut l'être sur un Amiga 500. Et vous remarquez qu'on a un montant de mémoire relativement réduit, mais on a quand même 512 kg, moins que les 100 et quelques kilos qu'utilise le Workbench. Parce que cette machine a une extension de mémoire de 256 kg en façade. Il faut savoir que les Amiga 1000 sont livrés avec 256 kg de mémoire chip seulement, et on peut les étendre à 512 avec une carte qui se met en façade ici, qu'on verra tout à l'heure quand on démontera la machine.
Voilà, je peux pas malheureusement charger grand chose sur cet Amiga 1000 parce que son lecteur est très particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais il refuse systématiquement de lire n'importe quelle disquette HD que j'ai écrite en double densité. C'est-à-dire si je recopie cette disquette de Workbench 1.3 sur une disquette HD en cachant le trou HD, ce qui n'est même pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de détecteur dans ce lecteur de disquette, et ben il ne va pas la lire. Il n'accepte pas de démarrer dessus. C'est pour ça que j'utilise ces deux disquettes qui sont des disquettes double densité. Voilà. Donc on a un Amiga 1000 qui démarre comme un Amiga 500 avec son petit clavier qui a la particularité, donc il a des pieds, hein, comme tous les claviers de toutes les machines. Et sur l'Amiga 1000, donc il est fait en format pizza box, mais il a des pieds qui permettent de ranger le clavier sous la machine quand on ne s'en sert pas et de dégager la place sur le bureau. Voilà, avant d'essayer de charger autre chose sur la machine, je pense qu'il serait intéressant de voir comment elle est constituée à l'intérieur et de voir justement la particularité qu'a l'Amiga 1000 avec son couvercle. Donc je vais l'éteindre, je vais enlever l'écran dessus et puis on va regarder la machine de plus près. Donc si on regarde d'abord les connectiques de la machine, on se rend compte qu'il a une sortie RVB comme tous les Amiga et une entrée audio droite et gauche. Il a également un connecteur pour brancher un lecteur de disquette comme le 1010 qui est à côté. Par contre, il a des petites différences. Ceci, c'est le port série. Et comme vous voyez, ce port série est en femelle. Alors que d'habitude, sur tous les autres Amiga, il est en mâle, comme cette prise ici. Et cette prise ici, justement, c'est le port parallèle. Et lui aussi, on a l'habitude de le trouver en femelle, comme celui-ci, mais là, sur cet Amiga 1000, il est en mâle. Donc, il faut faire très attention, si on veut brancher une imprimante sur cet Amiga 1000, de ne pas la brancher sur le port série, mais bien mettre un adaptateur pour la brancher sur le port parallèle. Elle a une sortie aussi vidéo classique, et une autre sortie TV, mais je ne la connais pas, cette sortie. Moi, je ne sais pas à quoi elle correspond, en fait. Mais ça ressemble beaucoup à la fiche qui est derrière le 1084, derrière son écran. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bouger un tout petit peu la caméra, puis ça va nous permettre de voir un tout petit peu l'intérieur de la machine. Donc pour avancer, j'ai déjà enlevé les vis dessous, hein, comme ça c'est plus aisé. Donc une fois qu'on a enlevé les vis qui sont dessous, le capot normalement vient, il y a un petit clip là, voilà, qu'on entend. Hop, et on enlève le capot supérieur. Et la surprise, c'est celle-ci. Si je le retourne. Alors tout à l'heure j'ai parlé de Geminer, donc il est ici. Son chien, donc à Geminer, ils ont fait une sérigraphie pour le représenter. Dans les signatures aussi, bon, on a Jemdean, on a toutes les personnes qui ont participé au projet de fabrication de cet Amiga, de la première version d'Amiga. On a notamment Joe Pillow ici. Joe Pillow est le nom qui a été enregistré quand l'avion a emmené le premier prototype de Lorraine au CES. Donc pour prendre l'avion, il fallait réserver un siège pour pouvoir y poser la machine. Et il faut donner un nom pour réserver ce siège. Donc c'est le nom qui a été donné, c'est Joe Pillow. Donc voilà, donc c'est pas une vraie signature, c'est comme la patte du chien de Jay. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé ce capot, on a un très beau shield. Donc j'ai également enlevé les vis par avance. Elles sont très nombreuses, hein, parce que le shield est connecté sur tous les ports derrière. Et, voilà. Je vais poser le shield par là-bas. Et sous ce shield,
Euh, on retrouve la première carte que Commodore a designée pour remplacer la ROM qui n'est pas présente dans cette machine, la ROM qui devait contenir le Kickstart. Donc toute cette carte montée en mezzanine est reliée en de multiples points sur la carte mère. C'est dans les premières versions d'Amiga 1000 les 256 kg de mémoire qui sont écrits une seule fois lorsqu'il charge la ROM depuis la disquette pour la stocker dans les mémoires de cette carte. Une fois chargée, donc la mémoire est mise en read-only et la machine peut démarrer. Donc on a sur cette machine, on a le processeur Motorola qui est là à côté d'un port d'extension qui a sur le côté de la machine. C'est le même placement qu'on retrouvera dans l'Amiga 500 où on a le Motorola juste à côté de son port d'extension. Ce port d'extension, même s'il est situé de l'autre côté de la machine, donc sur son côté droit par rapport à un Amiga 500 qu'il a sur le côté gauche, il est identique. Il est identique, donc on peut normalement y brancher les périphériques qui sont faits pour Amiga 500, à condition de les mettre de l'autre côté, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de les mettre à l'envers ou autrement, c'est le même port, il est broché de la même façon que sur l'Amiga 500. Donc si vous possédez un A590, un disque dur sur un Amiga 500, vous pouvez le mettre ici. La seule différence, c'est qu'au lieu de regarder l'avant de la machine, il regardera l'arrière de celle-là. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que j'essaierai de mettre mon disque d'Amiga 500 dessus. Vous verrez après pourquoi. On a ici une grosse alim bien imposante, avec un gros ventilateur qui la refroidit, mais qui reste néanmoins bien silencieux. Et le lecteur de disquette. Lecteur qui pour l'époque est d'une très grande capacité, puisqu'il fait comme dans les Amiga 500 880 kg, et c'est un lecteur double face. Et ça faisait de cette machine, c'est aussi un des arguments qui faisait que c'était une machine qui était vraiment hors du commun pour l'époque. Avec son accélération graphique, sa puce sonore, ses capacités d'afficher 4000 couleurs, son lecteur de grande capacité et tout ça. Donc voilà, je ne vais pas la démonter plus avant parce que la mezzanine est beaucoup attachée à la carte mère par de nombreux connecteurs qu'on distingue par endroits qui relient les deux cartes ensemble. Maintenant, avant de la remonter, si on s'intéresse à la façade, il y a quand même quelque chose qu'on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de numéro de modèle, comme sur tous les Amiga 1000, mais il n'y a même pas le sigle Commodore sur cette version-là. Parce qu'au départ, Commodore a racheté Amiga Corporation, mais il n'y croyait pas plus que ça à cet Amiga. Et d'ailleurs, l'Amiga 1000 n'a pas eu énormément de succès finalement. Il a été utilisé pas mal aux États-Unis pour faire de la vidéo avec un frame grabber ou un toaster de brancher sur la machine. Mais sinon, il ne s'est pas vendu aux particuliers, la machine était bien trop chère. Voilà. L'extension mémoire de 256 kg qui est en façade, elle se retrouve ici sous ce cache. Pas toujours facile à enlever. Voilà le cache et voilà l'extension mémoire. Elle est vissée avec deux vis à la carte mère pour que le connecteur tienne bien en place. Et il est nécessaire d'ailleurs d'enlever la carte mémoire pour pouvoir enlever la façade de la machine. Ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Donc je vais la remonter et on se reprend après. Avant de la remonter, je vous montre quand même le dessous de la machine. Donc on y voit notamment à l'avant ici la place pour ranger le clavier, avec un tout petit passage pour passer le fil du clavier qui va se brancher sur le petit connecteur là dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. Et voici l'étiquette de cet Amiga qui stipule bien que c'est une version 1000. Ce qui est barré, c'est le fait qu'elle est en 110 volts, parce que non, elle n'est pas en 110 volts, c'est bien une version pâle, mais c'est une des toutes premières versions qui a été importée des États-Unis vers la France, et donc modifiée en pâle pour la France, avec une aline de 120 volts. Donc voilà, j'ai redémarré l'Amiga 1000, mais cette fois je lui ai branché le 1010,
parce que de l'autre côté, le câble n'était pas suffisamment long. Juste pour la raison que le lecteur interne, il est impossible de lui faire lire autre chose que des disquettes DD, pas de disquettes HD. Et pour pouvoir mettre l'outil Which Amiga que j'ai lancé là maintenant, donc il nous confirme qu'on a bien des versions OCS originales et bien en pâle des puces de l'Amiga, qui sont des révisions des toutes premières, et que c'est bien un Amiga 1000. Maintenant, si j'ai essayé de faire des disquettes DD pour pouvoir démarrer dessus sur le lecteur interne, mais comme vous allez le voir, je n'ai plus de disquette potable. Donc ce qui se passe, c'est que je ne peux pas lancer de jeu sur la machine. Là, j'ai écrit Battle Squadron sur une disquette DD, mon original étant mort. Donc ce qui est bien, c'est qu'il commence à le lire. Peut-être mettre un petit peu de son. Mais il n'ira pas jusqu'au bout parce que malheureusement j'ai plus de disquette. Donc une de mes solutions, j'ai essayé je l'ai déjà démonté, nettoyé. Et j'ai pas pu le faire lire autre chose que des disquettes double densité. Mais je peux pas le remplacer non plus parce que j'ai pas d'autres lecteurs à mettre à la place. Donc c'est pour ça que je vais essayer de brancher un disque dur sur le côté de l'Amiga 1000 pour pouvoir charger 2-3 choses dessus, quoi. Donc voilà, toutes mes disquettes sont anciennes, sont toutes défectueuses, donc il arrête le chargement ici et plante. Donc voilà, mais malgré tout, malgré les limitations du lecteur de disquette, c'est un Amiga 1000 fonctionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, une petite question avant de vous quitter. C'était pour vous demander qu'est-ce que je fais de cette machine. Est-ce que je garde cet Amiga 1000 qui est vraiment un objet de collection dans son état d'origine légèrement jauni. Comme vous pouvez voir, le clavier a du jaune pas mal. La façade a pas mal de trains jaunis, en plus de la saleté, mais ça je l'enlèverai. Qu'est-ce que je le garde comme ça ou est-ce que je le retro-bright? Je vous laisse me répondre dans les commentaires ce que je fais de cette machine. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien.